Bonjour Stéphane. Bonjour Laurent. C'est l'été, il fait chaud, je pense que c'est le bon moment pour parler de Wertfrei et puis de philosophie politique. Ça risque de chauffer, effectivement. Oui. Voilà. On est un peu dans une démarche assez improvisée. On est tombé récemment sur des interventions à droite et à gauche sur le plan du droit naturel et ces choses-là. Et tu as publié sur un forum un des articles de François Guillaume à propos de ce sujet de la Wertfrei. Donc, je te propose qu'on passe un peu ça au crible. En tout cas, qu'on en fasse une conversation intelligible. Mais premièrement, si tu pouvais nous définir le terme et pourquoi on parle Oui. de ça. Ouais. Wertfreiheit. Si on décompose l'allemand, Wert, c'est la valeur. Wertfrei, c'est être libre de valeur, ou dégagé, ou indépendant de la valeur. Et Heit, c'est le substantif, donc c'est le caractère indépendant de la valeur. Okay. C'est un terme que je comprends venir de Max Weber, qu'on retrouve aussi beaucoup chez Ludwig von Mises, on va en parler, dont le sujet consiste à dire on ne peut pas faire de sciences humaines, ou plutôt, s'agissant de sciences humaines, si on veut faire de la science, il faut savoir faire de la science qui est indépendamment des opinions, des jugements de valeur. Le jugement de valeur, c'est Wert. Okay. Wertfrei, c'est être dégagé d'eux. Wertfreiheit, c'est le fait d'être dégagé d'eux. Okay. Bon. Et si on est un peu concret, qu'on se remet, par exemple, sinon dans le contexte de toute la sociologie, Max Weber, si on est plus spécifique, qu'on se met dans le contexte de Ludwig von Mises, qui est je dirais un peu un disciple, en tout cas c'est l'époque juste après. Dans l'action humaine, c'est un sujet qu'il aborde régulièrement, sur lequel il insiste du point de vue méthodologique, on en parlera. Pour lui, il faut pas que, par exemple, que tout ce qui est politique économique, par exemple, ou raisonnement économique, soit biaisé par les jugements de valeur de celui qui mène ces raisonnements-là. Une façon par exemple, aussi l'écologie. Voilà, par exemple, tout à fait, tout à fait. On ne peut pas, un raisonnement sociologique, un raisonnement d'économie ne peut être valable que s'il n'est pas empreint de biais liés à la valeur, aux opinions, aux sentiments, aux convictions de celui qui fait le raisonnement. C'est ça le point. Si ce raisonnement devait être trop marqué ou influencé, biaisé par les valeurs personnelles de celui qui le mène, ça ne peut pas être un raisonnement de valable. Le point de départ, c'est celui-là, pour rester simple. J'ai une première question. Tu as parlé de Mises et de Max Weber, qui sont plutôt des gens qui ont parlé d'économie. Oui. C'est quand même pour ça qu'ils sont le plus connus, en tout cas. Sociologie et économie en particulier. Ouais, voilà. Est-ce que le Wertfrei est plus généralement important dans tous les domaines scientifiques? Et dans nos conversations à nous, c'est surtout le droit naturel d'un côté, l'économie de l'autre, et un mélange des deux. Donc, ce sujet-là de la libération des jugements de valeur, on devrait tout le temps l'avoir en tête, quel que soit le sujet dont on discute, du moment qu'on prétend en avoir une discussion rationnelle et scientifique, en gros. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, il y a des domaines sur lesquels l'incidence est moindre, si tu veux, dans le domaine des sciences physiques, en général, sciences naturelles au sens sciences physiques, physique, chimie, biologie, etc. L'incidence est moindre parce que il est moins fréquent, ou en tout cas il est moins d'usage aussi, mais c'est vrai qu'avec ce qui se fait en ce moment avec l'écologie, avec ce qui se passe avec l'écologie, c'est effectivement un point intéressant. Mais en tout cas, à l'époque de ces deux grands messieurs, clairement, les domaines des sciences naturelles, physique, chimie, etc., pour eux, implicitement, étaient un petit peu hors sujet parce que c'était pas dans la pratique, a priori, que de biaiser les raisonnements par des opinions, des jugements de valeur. Okay, mais dans l'absolu, le sujet, la question se pose dans l'intégralité du domaine scientifique, absolument. Bien évidemment, la climatologie aujourd'hui est candidate à cette exigence, clairement. Mais c'est plus particulier. J'ai une question, excuse-moi, mais une particulière, justement, que ce soit la climatologie ou le truc du Covid qu'on a traversé. Aussi.
les calculs que font les gens dans ces domaines qui sont très politisés, Oui. Eux restent forcément, enfin les calculs, les modèles, tout ce qu'ils mettent en place pour donner des conclusions techniques, Oui. ça reste Wertfrei, parce que quand on fait une addition ou une intégrale, on ne peut pas inclure dedans des valeurs, mais c'est dans le choix des paramètres et du contexte dans lequel ces calculs sont faits qu'on a affaire au problème du jugement de valeur. Oui. C'est bien ça. C'est exactement ça. Et si on revient sur un vocabulaire qui nous est plus commun et que ceux qui nous suivent reconnaîtront plus facilement, je pense tout simplement à l'utilitarisme. Nous, c'est et Mises est typiquement dans le sens de chez Mises, c'est exactement celui-là. Alors c'est intéressant Mises parce que c'est un utilitariste pourtant, donc c'est là où c'est intéressant. Hein. Mais dans le champ économique, on peut à peu près dire, c'est un peu plus subtil que ça, mais en gros, on peut à peu près dire que l'exigence est la même que nous, celle qu'on met sur sur le rejet de l'utilitarisme, parce qu'effectivement, l'utilitarisme n'étant pas subjectif, tu es obligé donc de prendre des mesures, des repères, des unités, des grandeurs, des concepts qui se veulent être objectifs, mais faire cette démarche-là, d'accord, tu es obligé de faire un choix d'utilité, et faire le choix d'utilité, ben, c'est pas Wertfrei. Parce que le choix d'utilité, justement, c'est un jugement de valeur. C'est ça le point. Et en tout cas, dans le contexte. Oui, par exemple, la plus grande satisfaction ou le plus grand bonheur du plus grand nombre, c'est une phrase qui doit se traduire à un moment donné par des critères. Qu'est-ce que c'est le plus grand bonheur? Qu'est-ce que c'est le plus grand nombre? Le plus grand nombre, c'est facile, mais le plus grand bonheur, c'est quoi? Et c'est là qu'on rentre dans le problème du jugement de valeur. Exactement, exactement. C'est la façon, je pense, la plus simple de comprendre ce que ça veut dire que la Wertfreiheit, c'est on ne peut parler scientifiquement et valablement dans le domaine économique que si justement on ne rentre pas sur une tentative d'objectivisation, si je puis dire, des unités de mesure et des modalités de mesure. Premier point. Le deuxième point, bien sûr, corollaire, et c'est ce qu'on dit régulièrement, c'est que la perception, les mesures, etc., sont subjectives. Ok. Et par contre, dire ça, c'est pas contraire au Wertfrei, parce que c'est une réalité, c'est un constat de la réalité. D'accord, c'est pas une opinion, c'est un constat. Voilà. Donc ça, c'est le point de départ. Et si tu me permets de finir juste rapidement avec Mises, c'est intéressant parce que Mises était très clairement attentif à ce point-là. La Wertfreiheit, ça est partout dans les premiers chapitres de l'action humaine, Human Action. Et pourtant lui-même était un utilitariste. C'est-à-dire qu'il était utilitariste en ce sens qu'il avait tendance, même s'il était conscient de Parmenger, il était conscient de la subjectivité de la valeur, il avait tendance à faire des raisonnements un peu macro, parfois, sur la base d'une utilité, même s'il pensait que l'utilité peut être subjective, il sortait de ça en parlant d'une utilité, ok, et non pas de la préférence en moi. Tous les chapitres à la fin de l'action humaine qui sont des centrés sur des actions politiques ou de l'analyse politique, il est dans cette logique-là. Il est toujours dans la logique de l'utilité est personnelle, mais l'utilité, c'est l'utilité qui va faire agir les gens. Néanmoins, toi. Donc, il emploie le concept d'utilité. Il n'est pas dans une logique de motivation personnelle. Mais quelle est la différence entre l'utilité et la motivation personnelle au niveau de l'individu? Moi, j'ai l'impression que c'est pareil. C'est la même chose, mais après, tu te rends dans des notions de quantification, de choix de l'utilité. Tu es borderline entre l'utilité et mon utilité. C'est flou. Mises, c'est tout enfin, on va pas faire un truc sur la Human Action, mais il surfe en permanence sur ces notions-là. Mais c'est pas Rothbard de ce point de vue-là. C'est pas aussi rigoureux. Est-ce que tu es en train de dire que chez Mises, on pourrait déceler à un moment donné une contradiction où l'utilité ou disons la préférence personnelle, c'est un ordre, c'est quelque chose d'ordinal, et qu'à un moment donné, il voudrait le transformer en quantité qui serait cardinale?
Je suis sûr qu'on peut trouver effectivement des exemples. Je ne sais pas de tête, effectivement, mais dans l'ensemble des 1000 pages de Human Action, je suis sûr qu'on peut trouver des exemples. Bon, ben, je vais le relire cet après-midi. Ouais. Mais oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Oui. C'est souvent dit de manière très subtile, mais oui, il y a des contradictions. Oui. Alors ça, c'est intéressant parce que ça prouve qu'on est capable de lire des auteurs et puis de les porter au nu parce que c'est quand même des pionniers, mais de ne pas gober à 100%. Là, je fais un petit aparté. Et de prendre chaque phrase qu'ils auraient écrite ou prononcée pour argent comptant et pour parole d'évangile. Ah, mais je te rassure, je suis tombé dans le piège moi-même. Hein, quand j'ai commencé à lire, j'ai lu L'Action humaine avant Man, Economy and State, ok. Ah, moi j'ai fait l'inverse justement, c'est pour ça. Ok, moi je l'ai fait dans cet ordre-là. Okay. C'est quand j'ai lu Rothbard que je me suis dit ah oui, effectivement, il y a des problèmes chez les Mises. Ouais, okay. D'ailleurs, ça explique pourquoi on a des remarques parfois. Là, je fais une autre digression sur des réseaux sociaux, notamment un qui commence par la fin de l'alphabet. Sur le fait que Mises était minarchiste, Mises ceci, Mises cela. Alors comment pourrait-on oser s'opposer à ce genre d'idée? Sans commentaire. Donc tout ça pour dire que le point de départ, en tout cas, et le lien avec nos sujets habituels de la Wertfreiheit, c'est celui-là. Mm-hmm. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin. Et l'article que tu évoquais de François Guillaume est extrêmement riche. Moi, je trouve lumineux par ce point-là, parce qu'il va bien plus loin et il montre, en fait, il pose une question, il attaque. Alors, excuse-moi si je suis pas clair, mais il prend les résultats de travaux que cette fois-ci Hope a pu faire. Mm-hmm. Et ce que je trouve très intéressant dans cet article, je ne connais pas d'article qui, comme celui-là, fait une synthèse à peu près complète, non seulement du sujet de la Wertfreiheit, mais en fait de tous les travaux qu'a pu faire Hope sur le raisonnement philosophique et le droit naturel, l'économie, etc. Mais donc la philosophie qui sous-tend toute la réflexion est libertarienne. Et la première étape qu'il franchit et que Hope a franchi, effectivement, c'est la contestation, la remise en cause d'un acquis de David Hume, qui est extrêmement classique en philosophie, qui est considéré comme inébranlable. C'est l'opposition qu'il y a entre is et ought, c'est-à-dire entre un fait et un devoir moral, le fait d'être et de devoir être, okay? Is, ought. Depuis Hume, tout le monde considère qu'effectivement les deux catégories intellectuelles sont complètement disjointes et qu'il n'est absolument pas possible de passer de l'une à l'autre. Et en fait, Hope et l'article de Guillaume montrent que c'est pas du tout le cas. Et sur une logique qui est en fait extrêmement simple. Le point de départ consiste à dire si on a un jugement de valeur, c'est-à-dire on va reprendre l'exemple de l'écologie. Un jugement de valeur, c'est je suis écologiste parce que je pense que. Bon, très bien. Et vous ne pouvez pas discuter de ça, c'est un sentiment personnel, c'est pas un fait, c'est pas attaquable, c'est pas quelque chose qu'on puisse dire de manière rigoureuse, mathématique, démontrer que c'est vrai ou faux, etc. C'est ça l'argument. Okay. Eh bien, il dit, mais non, c'est pas du tout vrai, parce que si on dit ça, ça revient exactement à dire, donc moi je suis écologiste, je pense que, bon, si je pense que, c'est la même chose que de dire, il est vrai ou pas, ce que je pense est vrai ou pas. Et dire que ce que je pense est vrai ou pas, c'est factuel, tu peux le juger, ça devient un fait, soit ce que je pense peut être considéré comme vrai, soit ce que je pense n'est pas vrai, puis on retombe aussitôt de l'opinion machin à quelque chose qui peut être jugé comme étant vrai ou faux. Quel est le rapport avec la morale, ou disons le out et le is, qu'on puisse analyser une affirmation, je pense. C'est la même chose sur la morale. Si tu dis je pense que ceci est bien ou ceci est mal, d'accord? Tu tombes dans le même truc. Il est vrai que, il n'est pas vrai que. D'accord?
il part d'un point de départ que je trouve très intéressant, parce qu'on en avait parlé quand on avait parlé de Penrose et de l'IA. Rappelle-toi, tu sais, cette position qui consiste à dire « je suis un menteur ». Le paradoxe du menteur. C'est quoi? C'est un fait? C'est une opinion? Tu vois, c'est... À partir du moment où tu acceptes le fait que tu ne puisses pas avoir dans un raisonnement logique de paradoxe comme celui-là, tu ne peux pas non plus avoir des paradoxes disant ben, j'accepte les faits, mais j'accepte pas les choses qui décrivent les opinions, qui sont pourtant des faits. C'est pareil. Donc on tombe sur des paradoxes comme ça, et donc toute la thèse de Hobbes consiste à dire en fait non. Il n'y a même ces choses-là, ça tombe toujours dans le domaine de quelque chose qui peut être comment dire, identifié comme étant un fait ou pas un fait, sur lequel on est capable d'établir une vérité ou une non-vérité. Alors, je vais te demander un éclaircissement par le biais d'un exemple. Si je te dis, je pense qu'il faut réduire les émissions de CO2. Qu'est-ce que tu fais de cette phrase? Mais on peut toujours dire, il est vrai qu'il faut, c'est-à-dire que la nécessité devient factuelle et elle peut être, comment dire, démontrée. Il peut y avoir une démonstration sur le fait qu'il y a cette nécessité. Oui, mais cette nécessité, elle va dépendre des, je sais pas, soit des préférences de chacun si c'est pas trop grave, soit d'une sorte non, si c'est une nécessité, c'est ça le point, c'est que si c'est une nécessité, tu retombes sur, si c'est une nécessité, ça ne peut pas être subjectif. Sinon, c'est une nécessité pour toi. Si à partir du moment où tu le poses comme étant une nécessité, tu sors du subjectif, tu tombes dans l'objectif, donc tu dois pouvoir le démontrer. On doit pouvoir dire que c'est vrai ou pas. Oui, mais comment on ferait pour démontrer que c'est faux, par exemple? Comment on ferait pour démontrer que c'est faux? C'est la même chose, montrer que c'est vrai ou démontrer que c'est faux, c'est pareil. Nous, on est plus de l'opinion qu'il n'y a pas de crise climatique. Et je prends exprès cet exemple. Oui, je comprends bien, mais je comprends très bien. L'argument consiste à dire cette exigence, et quelque part ce point à démontrer, peut très bien être décomposé en éléments plus élémentaires qui chacun feront la démonstration. Ça, c'est un point de mécanique de la démonstration. Le point, c'est qu'on tombe tout de suite sur quelque chose qui doit pouvoir être démontré. Mais à ce moment-là, j'ai l'impression qu'on pourrait démontrer n'importe quoi ou alors rien du tout, ce qui est un peu la même chose. C'est exactement la conclusion à laquelle Guillaume arrive sur le sujet de la verte Fahrenheit. C'est exactement le truc. C'est à partir du moment où si le point, parce que le point de départ de la verte Fahrenheit, c'est justement de dire on applique Hume, etc. Et en fait, si tu comme ça, tu arrives à des impasses en fait. Tu arrives à des impasses. Si vraiment la verte Fahrenheit devait s'imposer, si dans le domaine scientifique, Hume devait s'imposer, parce que c'est ce domaine-là, on est toujours dans ce domaine-là, d'accord? Effectivement, tu tombes sur des impasses, tu tombes sur une impasse. Donc il fait le truc dans l'autre sens, c'est juste pas possible. La verte Fahrenheit, si tu la pousses au bout, détruit toute la démarche scientifique, en fait, puisque tu ne peux pas avoir de science, on en a parlé ça déjà, tu ne peux pas avoir de science sans avoir de mécanisme, de méthode, de capacité à dire c'est vrai ou c'est pas vrai. Tu peux pas avoir de science sans ça. On en a parlé déjà dans d'autres vidéos. Donc, et chaque fois, tu tombes sur des choses qui sont en fait des jugements de valeur. Donc, si tu pars vraiment verte Fahrenheit complètement, dès le départ, tu détruis toute la démarche scientifique. C'est ça, j'allais dire, il n'y a plus de science derrière après si on fait ça. C'est ça, exactement. On peut plus faire de choix. On voilà, peut plus choisir nos critères, on peut plus rien dire, quoi. On peut faire des calculs, en revanche. Les mathématiques... Oui, tu fais des calculs, mais... Ok, d'accord, mais t'en tires rien. Et ça, c'est l'autre... Si on avance peu à peu, c'est l'autre volet, et c'est un autre élément de Hope qu'on trouve dans ses premiers bouquins d'avant démocratie, où il reprend toute la démarche scientifique et d'autres, et il dit, mais en fait, quand on se lance dans ce genre de processus, on a tout un tas de prérequis qui sont a priori, parce que bien sûr, on va revenir sur les sujets qui nous sont chers, entre empirisme et a priorisme, bien sûr.
Mais la démarche scientifique pose tout un tas d'a priori avant, en fait. Hein. Et ces a On priori parle ne d'a sont priori, pas pardon, on parle d'a priori, comment dire, principe de froid, con. c'est-à-dire des constatations Oui, du type oui, l'a priori de l'action humaine, c'en est un. tout à fait, exactement, Ouais. exactement. Un exemple, c'est l'a priori, c'est le principe de cohérence, le principe de Causalité. l'absence de, oui, causalité, absence de contradiction, effectivement, enchaînement logique, toutes ces choses-là qui sont a priori extrêmement basiques, mais qui néanmoins sont les fondations qu'on pose explicitement ou surtout implicitement dès qu'on rentre dedans. Et dès qu'on fait ces trucs-là, le point c'est qu'on n'est plus du tout pour le coup, comment dire, ce ne sont pas des choses sur lesquelles on peut faire des jugements de valeur, quoi. On est déjà dans des domaines éthiques a priori et non pas sur les trucs auxquels on est habitué, qui est ah je ne devrais pas, je suis. Le relativisme n'a plus de place dans ce domaine-là. C'est ça le point. C'est difficile D'accord. de faire à l'oral un truc d'un papier avec la densité de Ouais. ce truc-là. J'espère qu'on reste clair, enfin, que tu restes clair pour l'auditoire. Pas forcément simple. Hein. Alors les conséquences Mais de ça, de cette hmm. première, disons, de cette fondation qui est la Wertfreiheit n'est pas Ouais. franchement possible, c'est ça la première conclusion? Ouais, c'est ça. C'est en fait, elle va à l'encontre de la démarche scientifique elle-même, quoi. Alors qu'elle Ok. se pose comme étant un garant de la démarche scientifique, en fait, elle en fait une impasse. Mais est-ce Et qu'on peut mettre sur le même plan des choix en science? J'entends par exemple, pour revenir sur le climat, est-ce qu'on va dire que on va préférer étudier le climat sous l'angle l'être humain devrait survivre? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que pour toi, ça, c'est un jugement de valeur que les conclusions qu'on va tirer d'une étude sur le climat vont être soit heureuses, soit malheureuses, parce qu'au départ, on a posé, on voudrait que la planète soit vivable, soit habitable. mais bien sûr, même si ça paraît être des choses qui tombent sous le sens, tu sais, je pense, sur plusieurs vidéos, on a évoqué le fait que les faits, justement, sont toujours objets d'interprétation. En fait, c'est exactement notre propos d'aujourd'hui. C'est C'est ça. la même chose, quelque part. Hein, d'accord. La notion de l'absolu ou de l'objectivité des faits qui est contestée, c'est exactement la même chose qu'ici. On peut pas éviter le point, c'est qu'on peut pas éviter les jugements de valeur. C'est ça le point. On peut pas éviter les jugements de valeur. Et ce que tu évoques là, c'est effectivement, on fait un travail scientifique, mais on le fait avec un objectif, forcément. Et cet objectif, il est ce qu'il est, etc. Mais donc, il impose une lecture, il va imposer une orientation, il va imposer la recherche de certains types de résultats. Et surtout, c'est le point, en fait, ça, c'est pas dit dans le papier, c'est une interprétation perso. Mais la séparation qu'il y a chez David Hume entre is et ought, ici, nous, en fait, on l'a entre la différence entre un résultat scientifique et ce qu'on veut en faire. D'accord? Dès qu'on rentre, tu sais, ça serait la même différence qu'il y a entre le scientifique et le politique. Le scientifique ne peut pas éviter d'avoir des jugements de valeur, mais il apporte un résultat. Bon, ok, très bien. Ce qu'on en fait du point de vue politique est par contre d'un champ complètement différent. Et avec la même opposition, séparation qu'il pouvait y avoir entre is et ought, quelque part. Hein. Mais attends, je vais te recouper encore une fois pour refaire un Je pas t'en en prie. arrière. Je t'en prie. Parce que là, on a évoqué des trucs comme Covid et climat qui sont quand même des sujets sociaux avant tout. Oui. Mais si on descend justement dans l'échelle de la science, si on veut, de l'importance dans la vie de tous les jours, je ne dis pas de l'importance en tant que telle, mais de l'importance justement pour ce qu'on en fait, la physique. Mm. La physique, l'étude de la physique, que ce soit newtonienne ou pas, peu importe. Quelle serait là-dedans l'absence de Wertfrei? Tu en as touché un mot en début de conversation, mais que ce soit la physique ou la biologie ou tous ces domaines qui sont très très proches de la matière, en fait, quel serait l'impact de l'absence de Wertfrei dans ces domaines-là? Parce que finalement, qu'un électron se comporte comme ci ou comme ça,
Ah, mais c'est ce que tu en rapportes qui fait la différence. C'est-à-dire, les faits physiques ne changent pas, c'est évident. Mhm. Mais c'est la conclusion que les scientifiques en portent qui change. Mais C'est- justement, la conclusion sur le comportement de l'atome, Hmm, pour peu qu'il existe, hein, mais enfin, disons, hmm. ça touche personne. Je veux dire, c'est trop bas comme échelle. Oui, et donc? Ben, je me demande Tu veux, si on, quelle est l'absence de Bert Fry dans un domaine comme ça qui est si proche de la matière qu'à l'échelle il y en humaine, a, ça nous il y en a importe peu. peut-être pas. Il y en a peut-être pas, j'avoue que, ok, mais par contre, il y en a d'autres. Imagine l'astronomie, par exemple. Tout d'un coup, on détecte un astéroïde qui dévie sa trajectoire et qui s'approche de nous. Ah oui, ça. Bon. Ouais. Mais là, on retombe dans le domaine où ça touche la vie humaine de plein fouet. Alors que le fait que les atomes et les molécules se comportent de façon A ou de façon B, Oui, mais tu te rends bien compte que malgré tout, la science physique et les scientifiques dans ce domaine-là ont mis en place une méthodologie. D'accord? Là, c'est dans la méthodologie que tout va être décalé, si tu veux. Il faut que les résultats. Regarde Aspect avec son prix Nobel il n'y a pas très longtemps, il a mis au point une expérience d'une complexité totalement hallucinante, ok, pour obtenir ces résultats. Très bien. Tout le succès de son expérience repose, hypothèse, hein, je pense que c'est pour ça qu'il a eu le Nobel, sur le fait qu'il n'a pas mis de biais dans la façon dont l'expérience est conçue et et donc les résultats sont obtenus. Il n'a pas intégré son fantasme de ce qu'il espérait obtenir. Tu vois, le lien entre deux atomes, deux particules à distance, et je pense qu'il n'a pas enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est dans la façon de procéder que ça peut se manifester, je suppose, en tout cas en physique. Mais c'est pareil dans les sciences humaines. Tu peux intégrer des biais dans la manière de mener tes travaux scientifiques. En sciences humaines, c'est tout partout. moi j'en vois un autre de biais, mais qui est bien sûr Ok. plus politique, par exemple pour la physique. Hmm. Et ça n'a rien à voir avec la science elle-même, mais c'est avec comment dire, sa Son présentation usage? publique, son usage. C'est-à-dire Ah qu'on oui. va faire croire aux gens qu'il Ah est oui, oui, oui. impératif de savoir comment se Oui, comporte le boson de Higgs. Comme ça oui, permet oui, de oui. financer le CERN. Oui, 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 bien sûr. Un autre Mais domaine, là, hein, tout à fait. Mais là, on est sorti, justement. Là, on est sorti du champ scientifique. c'est ça. C'est, on est là, tu as raison, mais c'est plus de la science, là. On n'est plus dans la science, là. Ah non, plus du tout là. Mais moi, c'était le seul aspect, pour pas faire de jeu de mots Hmm. avec Alain Aspect, où je voyais une absence de Bert Fry dans des sciences si proches de la nature. Oui, oui, mais je suis aussi d'accord parce que sur l'astéroïde que j'imaginais, j'allais j'allais sur le même genre de terrain, c'est-à-dire, ok, les résultats objectifs de la trajectoire vont dire que l'astéroïde va frôler la Terre, ok, déjà le choix du mot, et c'est dans le et alors que effectivement les biais vont Ouais, intervenir, d'accord. mais à condition néanmoins que méthodologiquement parlant, les scientifiques et appliquer une méthode rigoureuse autant que faire se peut. Et sur ce point-là, la Wertfreiheit intervient. Est-ce C'est qu'elle se vérifie? Pardon? Est-ce qu'elle est vérifiable? Est-ce qu'elle est vérifiable? Par exemple, dans l'histoire de l'astéroïde, comment je ferais? Il faudrait qu'en fait que j'analyse les présupposés et la façon des Oui, calculs bien pour sûr, savoir si les gens sont bien arrivés à une sûr. conclusion correcte. Tu ne peux faire que de l'analyse méthodologique. Hmm. En fait, c'est forcément un a priori. Ça peut pas être un domaine empirique. Enfin, tu peux regarder la réalité de la méthodologie suivie. Ok, ça c'est empirique. Ok, mais c'est pas répétable. C'est un audit. Tu vas faire un audit. Tu vas pas faire une expérience. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, je veux savoir si, en fait, si on a financé cette expérience pour rien ou pas. Quoique là, dans le cas de l'astéroïde, je peux comprendre que j'aurais envie de le savoir. Maintenant, le résultat lui-même, justement, tu as parlé du mot frôler, parce que ça, souvent, on le voit dans les titres de presse, et puis après, tu regardes les chiffres. Ouais, d'accord, c'était à 35 millions de kilomètres, mais ça pourrait suffire à, comment dire, à drainer des ressources Bien pour sûr, faire face à la menace, en gros, quoi. évidemment, évidemment.
Il y a eu des films qui ont été montés sur ce genre de scénario. Donc, oui, Il y bien a un sûr. film abominable avec le type, là, le pseudo-pédophile de Titanic, là, comment il s'appelle? Ah oui, Roberto DiCaprio. Et donc, c'était Don't Look Up, le film. Ouais. Ouais, je m'en souviens de ça. Ça m'a vraiment traumatisé le neurone, ça. Bref, illustration culturelle. Après cette étape initiale de définition de la Wertfrei et de voir que finalement, elle est très rarement, voire pas du tout absente ou présente, chaque fois je m'inverse dans les termes, mais qu'elle est inévitable quelque part, qu'est-ce qu'on fait? Ah, qu'est-ce qu'on fait? L'article glisse un petit peu et rentre dans le champ de Hope, si je puis dire, sur des points de méthode. Le premier, c'est, j'étais sur le paradoxe du menteur tout à l'heure. Ouais. Le premier, c'est là-dessus, c'est sur la preuve avec la contradiction performative, tu vois. C'est le premier point consiste à dire la contradiction performative, justement, est un excellent moyen de mettre en défaut tout ce genre de choses, parce que le relativisme de manière générale, quiconque vient avec des jugements de valeur, etc., doit pouvoir se les appliquer à soi-même. Et donc, toutes les exigences du type il faut, machin, etc., hautes, se retournent sur soi-même, en fait, et donc démontent complètement tout ce genre d'argumentaire. Et la preuve, le point c'est comment on le fait nous avec les axiomes, hein, la preuve de faits non relatifs, hein, parce que l'ennemi, si je puis dire, pour Hobbes, c'est le relativisme. La preuve du non relatif par la démonstration, par la contradiction performative, tue toutes les sources de relativisme qu'il peut y avoir. Ça, c'est la prochaine étape. Voilà. Alors, attends, je voudrais faire une pause sur la contradiction performative en tant que telle. Ça, c'est un terme qu'on emploie souvent. Je ne sais pas si tout le monde est vraiment au clair avec ce que ça signifie. J'aimerais faire un mauvais exemple de ça. Est-ce qu'un mauvais exemple, c'est... allez, on va employer les grands moyens. Adolf Hitler dit que le racisme, c'est mal. Ça, c'est pas une contradiction performative en ce qui me concerne. Non. Voilà. Mais par contre, ce qui pourrait l'être, c'est celui qui dit ça. Donc, il considère que probablement que le racisme, c'est mal. Voilà. Il part du principe que le racisme, c'est mal. OK. Ensuite, il accuse Hitler de ce point-là. Très bien. Et dans ce cas-là, on doit pouvoir lui retourner le truc à lui et le mettre en défaut si, par ailleurs, il prouve une trace de racisme quelque part. Toi, c'est très bien de contredire. On va faire exploser ta chaîne si on prononce le mot de AH trop souvent. Ouais, c'est vrai. Mais c'est très bien de dire que Alphonse Hugo est un raciste, mais à condition que toi-même, si tu lui reproches, à condition que toi-même tu sois propre sur le sujet, si je puis dire. C'est ça l'exemple. Oui, alors moi, je trouvais que c'était un mauvais exemple, justement, parce qu'on peut très bien dire une chose vraie tout en ne la pratiquant pas. Mais c'est un problème de reproche. Tu ne peux pas reprocher à quelqu'un quelque chose que tu fais toi-même. C'est un problème d'incohérence. C'est ça. Mais est-ce que c'est une contradiction performative ? Oui, bah oui, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Un fonctionnaire, ça c'est l'exemple classique aussi des fonctionnaires. Alors voyons, le fonctionnaire paie-t-il des impôts? C'est le même genre. C'est un peu là. Je me paye moi-même. Ah, c'est bizarre quand même. Tous les autres payent des impôts pour payer les fonctionnaires payent des impôts aussi pour payer les fonctionnaires. Bon, bref. Mais non, l'exemple le plus simple, on l'a donné tout à l'heure, c'est le menteur. Je suis un menteur. C'est une contradiction performative. Puisque si c'est vrai, bah, t'es pas menteur. Ou si c'est faux, bah, tu dis une connerie. D'accord. Parce que ce terme-là, par exemple, on l'emploie souvent pour parler de l'éthique de l'argumentation de Hoppe. Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui de la vidéo, mais c'est un sujet périphérique. Ouais, c'est assez profond quand même comme notion, puisque ça permet de dire que, justement, sans se tromper et sans avoir à les lire, toute législation est complètement illégitime. C'est ça, exactement.
Oui. Donc là, c'est-à-dire simplement, on n'a pas besoin d'étudier les lois une par une, ou je sais pas, ou les débats qui les ont précédés ou suivis pour savoir que c'est de la merde. On sait à l'avance, par principe, que c'est forcément auto-incohérent. Tout à fait. Donc je te redonne le micro pour que tu raccroches le train avec ce que tu es en train de dire à propos de ça, parce que je t'ai interrompu sur la notion de contradiction performative. En général, sans se focaliser sur nos domaines de droit ou d'économie, cette notion-là, elle permet de faire quoi? Mais elle le permet, dans la logique du truc, elle le permet de tuer, justement, elle fait tout ce qu'on vient de faire là. Elle permet d'être une arme contre toutes les formes de relativisme, c'est-à-dire toutes les domaines où on va dire, en revenant sur le truc du is et out, toute la partie jugement de valeur, qui serait, à partir du moment où on dit la Wertfreiheit, c'est le jugement de valeur, en fait, il est libre. Chacun a une liberté de son jugement de valeur. C'est ça le point. Donc, tu tombes dans du relativisme. Tous les jugements de valeur sont légitimes. Ils se valent peut-être pas, mais ils sont en tout cas légitimes. C'est ça le cheminement intellectuel. Okay. Et c'est ce que fait Max Weber clairement quand il pose son truc là. Hoppe arrive en disant non, je suis désolé messieurs, mais tous les jugements de valeur ne se valent pas. Ils sont peut-être légitimes, mais ils ne se valent pas. Qu'est-ce que parce qu'ils ne se valent pas. Penser ce qu'on veut. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire par légitime? C'est qu'on peut penser ce qu'on veut, chacun a son opinion. Légitime, mais c'est justement ça qui est intéressant. Ils sont peut-être légitimes comme ça en termes de droit, mais ils ne sont pas légitimes parce qu'ils ne sont pas cohérents. D'accord. Ils ne peuvent pas être dans un domaine de raisonnement, de science, de rigueur, etc. Après, quand on est dans la discussion, pas grave, mais dès qu'on est dans le domaine du normatif, de la science, de la loi, du jugement, de la justice, dans tous ces domaines-là, parce que c'est ces domaines-là qui sont importants pour nous, okay, le relativisme ne tient pas parce que il est auto-incohérent. Tu peux le mettre en défaut. C'est ça le point. Donc, tant que tu es dans la vie de tous les jours, chacun peut avoir son opinion, c'est pas un problème. Parce que ça n'a d'incidence que sur lui. Dès que tu tombes dans la vie sociale et que tu établis des normes, des lois, de la justice, que tu dis que la science a fait ceci ou que la science a fait cela. Donc, il y a une incidence sociale, pour être simple. Le relativisme a donc, selon que tu prends telle opinion ou telle opinion, ça a une incidence sociale qui est radicalement différente. Okay, lui, ce que Hobbes vient de te dire, c'est attention, la légitimité, c'est pour ça que je parle de légitimité, ne tient que si les opinions qui sont posées peuvent être retournées à celui qui les formule. Si celui qui les formule est le premier, alors personne morale, etc., ça fait tomber l'argument tout seul, quoi. Tu peux pas dire, encore une fois, tu peux pas dire je suis pas menteur si en fait tu es pris sur le vif de mentir. D'accord, mais en quoi est-ce que ça donne de la légitimité à ce que dit la personne? Parce que quelqu'un pourrait être un vrai communiste, avoir des opinions communistes, et donc il serait cohérent. Il est cohérent tant qu'il le fait à son titre personnel, qu'il porte une opinion personnelle. Encore une fois, on est dans le domaine de la science, politique, justice, etc., qui sont des sujets sociaux. Tant que si tu es parfaitement légitime à être communiste chez toi, pour toi, tant que tu n'as d'incidence que pour toi. Enfin, mais par contre, c'est difficile, mais disons qu'ils sont 10. Laurent, c'est comme notre mosaïque. Tu fais ta mosaïque, tu fais ton communisme dans ton quartier. Avec consentement, il n'y a aucun problème. Okay. Voilà. On est bien d'accord, évidemment. Par contre, à partir du moment où tu viens dire je fais une loi pour le communisme ou contre le communisme d'ailleurs, okay, tu as une incidence politique au sens de la vie de la cité qui dépasse ton simple champ de décision et qui dépasse le consentement éventuel des autres, ok. Aujourd'hui, on en est dans des domaines où en fait ce sont des opinions qui s'opposent. Je pense qu'il est bien d'être communiste, même si j'ai des causes arguments, etc. Mais c'est mon opinion de communisme que j'impose aux autres. L'argument de la contradiction performative va dire, écoute, en tant que communiste, tu pourras nous imposer ce que tu veux quand tu commenceras d'abord par être cohérent. Et pour ça, il faudrait que tu vives en communiste.
Mais s'il le fait, justement, ça ne le rend pas plus légitime, moi, je trouve. Non, parce que c'est condition nécessaire, mais pas suffisant, si tu veux. Okay, Ah, c'est d'accord. juste de dire, tu ne peux pas argumenter en disant que ton communisme est un communisme rationnel. C'est ça le point. Tu peux pas argumenter en disant que il y a une rationalité à être communiste. C'est pas possible. D'accord. Parce que ça viole l'éthique de l'argumentation, simplement, quoi. Donc, non, parce que c'est pas autocohérent. Parce que c'est pas autocohérent. Alors là, je pense que j'ai perdu une marche dans l'escalier. Parce qu'on a pris l'exemple du communisme et qu'on n'a pas détaillé. Mais il faudrait prendre d'autres arguments. Mais le point, c'est que tu ne peux pas avancer une opinion qui est auto-contradictoire. À partir du moment où elle est auto-contradictoire, elle n'est pas fondée, elle n'est pas rationnelle. Si elle n'est pas rationnelle, de toute façon, tu peux pas la poser comme étant justifiable. C'est ça le point, pour faire simple. Mais justement, le mot justifiable qui est très fortement lié à la notion de justice, hein, parce qu'on peut aussi l'employer comme notion d'harmonie logique, de respecter la logique des choses. Mais moi, je l'entends comme attaché à la justice, là, pas à la logique. Un communiste, ou n'importe qui, en fait, parce que c'est vrai qu'on va bloquer sur le mot sinon, mais quelqu'un qui vit d'une certaine façon, en groupe avec d'autres gens qui sont consentants, ils sont en train de pratiquer ce qu'ils prêchent. Mais il ne peut pas... Oui, mais les principes qu'ils utilisent ils y ont peut-être consenti, mais on va tomber forcément sur le principe de non-agression, forcément. Voilà. Okay. Évidemment. Ils ne peuvent pas argumenter que les principes dont ils font la promotion sont des principes qui sont sans contradiction. Ils sont obligés on sait très bien, toi et moi, que le communiste est obligé, soit effectivement tout le monde est consentant, très bien, mais vis-à-vis d'autres personnes, tu peux pas poser le consentement et tu peux pas poser que rationnellement tout le monde, comment dire, ne peut qu'être communiste. Je sais pas comment dire, tu vois. Il n'est pas rationnel d'être communiste, sauf à y consentir. Ce qui n'est pas pareil. D'accord. Je pense que cette phrase, à mon avis, est importante. Il n'est pas rationnel d'être communiste, sauf à y consentir. Mais c'est valable pour n'importe quelle chapelle, en fait. Oui, tout à fait, bien sûr. Oui, tout à fait. Mais on retombe, bien sûr, sur la contradiction du principe de non-agression, tout notre arsenal, évidemment. Mais bon, ça va être compliqué, cette vidéo. Mais le point, c'est la cohérence est un argument fondamental pour contester la prétention à la rationalité. Les communistes vont te dire, il est rationnel d'être communiste. Marx a établi tout un truc, la doctrine se tient, c'est théorique au sens, la théorie se tient, il y a une doctrine, etc. C'est quasiment scientifique d'être le communisme. Ben non, c'est auto-contradictoire. C'est auto-contradictoire parce que ça viole le NAP. Oui, bien sûr. Si on l'impose. Bien sûr. Bien sûr. Donc, mais encore une fois, dans une démarche où, regarde l'argument. L'argument consiste à dire, je me sers de l'argument comme que c'est rationnel, qu'il faut, pour pouvoir justifier de dire que c'est légitime et donc que c'est imposable à tout le monde. C'est imposable à tout le monde puisque c'est rationnel. Et en fait, ce n'est pas rationnel parce que c'est une préférence, mais on pourrait dire la même chose de la doctrine libertarienne. Sauf que nous, on sait qu'il y a un truc qui se déduit de l'axiome à la fois de l'action humaine. La différence, c'est que nous, on n'impose rien à personne. On n'impose rien à personne. Le communiste impose forcément la collectivité de la propriété, par exemple. Disons que, de toute façon, on sait bien qu'on est d'accord parce que ça fait des années qu'on a ces notions en tête et qu'on les discute en vidéo. Mais là, je me mets à la place, je fais un peu l'avocat du diable. Je comprends bien. Parce que nous, on propose, je dis nous, toi et moi, là, et les authentiques libertariens, la sécession, la mosaïque, et puis l'éclatement des territoires selon justement les préférences, qu'elles soient de gauche ou de droite, peu importe, de chacun. Mais, in fine, tout ça ne repose que sur... Enfin, tout cela repose sur le principe de la non-agression qui, lui, se déduit de l'éthique, de l'argumentation qui est manifeste dès qu'on essaie de discuter de règles de vie commune.
Donc, ce que je me pose comme question, c'est pourquoi passer par la Wertfrei, ou alors on a changé de conversation depuis le début de la vidéo? Ah non, on passe non parce que c'est pas du tout du même niveau. C'est le point de la Wertfreiheit, c'est derrière dans l'article et dans le débat le sujet de Guillaumin, il tente de démonter le relativisme en général et la valeur scientifique du relativisme. D'accord. Donc à partir de la Wertfreiheit, on a glissé pour arriver à la question du relativisme parce que jugement de valeur, relativisme, ok. Et il dit, pour démonter le relativisme, il y a un autre mécanisme méthodologique qui vient de chez Hoppe, qui est la contradiction performative. Là, le glissement, c'est celui-là. D'accord. Désolé. Et donc, le relativisme, est-ce qu'on peut le mettre directement en relation, j'aime bien cette phrase, avec l'empirisme, ou on n'est pas sur le même plan d'analyse? Je pense qu'on n'est pas exactement sur le même plan. L'empirisme transpire dans tout cet argumentaire par la discussion qu'on avait déjà ébauchée sur la méthode scientifique. À partir du moment où on conteste tout ce qu'on a contesté là tout à l'heure sur les jugements de valeur, etc., on finit par dire que la méthode scientifique, on l'a dit, hein, la méthode scientifique doit reposer sur l'explicitation d'un certain nombre d'a priori, okay, ne serait-ce que celui, par exemple, de l'objectif d'atteindre la vérité, okay, qui est forcément quelque chose qui est donné a priori. Bon, le fait de voir que toute la démarche scientifique repose sur des a priori, au sens de l'a priorisme, démonte complètement le principe qui, au contraire, se veut que, au contraire, ça repose sur l'empirisme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. De toute façon, on a déjà expliqué plusieurs fois, mais je pense que c'est pas inutile de revenir sur le sujet 2 minutes, que l'apriorisme vient non seulement avec le terme, mais avec la notion avant tout empirisme. Tout à fait. C'est indispensable, sinon l'empirisme n'a aucun sens. C'est exactement ça. L'empirisme était plus qu'un moyen, presque un pisa. En fait, en science, on fait de l'empirisme quand on ne sait pas faire autrement, en fait. Ouais. Tu vois, comment dire, nous en école autrichienne, on ne fait pas d'empirisme parce qu'on a trouvé le moyen de faire du déductif. Et on fait du déductif qui est le nirvana de la science, en fait. Et comme on peut faire du totalement a priori déductif, ben on fait ça parce que ça marche bien et que c'est le top en termes de certitude. Quand on peut pas faire ça, dans le domaine des sciences sociales, on pourrait, mais dans le domaine de la science physique, ben on peut pas parce que justement, on ne connaît pas les trucs, on peut pas faire d'introspection. Donc on est obligé de tester et de voir parce qu'on ne connaît pas la nature, on cherche justement à la découvrir. Donc on fait de l'empirisme parce qu'on ne peut pas faire autrement. En fait, on fait de l'empirisme pour tout ce qui ne nous concerne pas nous-mêmes directement, c'est ça? C'est ça. Mais tout ce qui est dans notre esprit, on pourrait le faire sans mettre d'électrodes sur les crânes. C'est exactement ça, et c'est toute la thèse de Hoppe en matière de sciences humaines, qui consiste à dire la seule démarche scientifique dans le domaine de sciences humaines, c'est bien évidemment la praxéologie, c'est-à-dire l'a priorisme, bien sûr. D'ailleurs, on référera à son... il faudrait que je le relise, il est tellement excellent. Une brève histoire de l'homme, qui réinterprète l'évolution humaine sous l'angle praxéologique. Ah oui, avec ce genre de démarche, oui, tout à fait. Avec ce genre de démarche, et ça, c'est fantastique à lire ça. Et puis en plus, c'est court, je recommande vraiment à tout le monde de le lire, là, ça prend pas longtemps, hein. C'est quoi, 50 pages, un truc comme ça? Oh, non, c'est plutôt 120. Celui qui est court, c'est un autre, c'est sciences économiques et méthodes autrichiennes. Ça fait 80 pages. Les âmes, effectivement. La brève histoire de l'homme, de mémoire, c'est 120-130 pages, un truc comme ça. En tout cas, peu importe, tout le monde devrait lire au moins la brève histoire de l'homme parce qu'il est plus accessible, je pense, que les âmes qui demandent plus de puissance de neurones. Enfin, il faut se concentrer plus pour le comprendre. Mais l'autre, là, c'est vraiment un texte qui mérite d'être propagé partout, quoi. Donc, oui, alors l'empirisme n'étant qu'une voie de secours,
Est-ce que tu penses, là c'est vraiment une question gratuite et ouverte, qui sort peut-être un peu des rails de la conversation, mais que son emploi systématique dans toute la vie sociale, que ce soit pour des Covid, des réchauffements, des machins comme ça, encore que pour le réchauffement, je peux comprendre, mais pour ce qui est économique, est-ce que tu penses que c'est une volonté manifeste de manipuler les gens en triturant des chiffres de manière qui vont dans le bon sens, ou c'est simplement de l'ignorance? Non, 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 mais c'est un point qui est en filigrane du papier, justement, qui consiste à dire il y a évidemment un intérêt politique à entretenir toute cette notion de jugement de valeur, de relativisme, même si, alors, Guillaume accuse Max Weber, mais aussi Hannah Arendt et d'autres, d'être des sociodémocrates, sans forcément le dire d'ailleurs, parce que ces deux personnages se disaient libéraux, et je pense qu'ils étaient sincères en se pensant libéraux. Pourtant, Guillaume les accuse d'être des sociodémocrates, justement parce qu'il leur dit, mais vous réintégrez une dimension de jugement de valeur, donc dans une dimension politique, en fait, à tous vos raisonnements. Et c'est la porte ouverte, pour te répondre, c'est la porte ouverte. Dès que tu remets du relativisme, du jugement de valeur, donc du relativisme, dans un discours, une démarche qui se veut scientifique, tu ouvres la porte grande ouverte aux abus politiciens qui, au niveau des résultats. Ce qu'on a vécu avec le Covid et ce qu'on vit depuis plusieurs décennies maintenant avec le climat. Parce que la méthode soi-disant scientifique est en fait corrompue par tout un tas d'enchevêtrements de jugements de valeur et une rigueur scientifique qui n'est pas en fait. Il y a tellement de couches de jugement de valeur qui est entretenu justement parce que ça permet derrière un relativisme politique en fait. Donc si je suis clair ce soir. L'empirisme, enfin, on passe par la voie empirique pour déterrer les faits. C'est ça. Qui nous intéressent, pour faire avancer une idéologie, pour faire avancer un projet quelconque. C'est ça. On a souvent critiqué, de manière peut-être plus simple, on a souvent critiqué les faits en disant que les faits étaient interprétables. C'est la même chose, en fait. C'est exactement ce qu'on dit là ce soir. C'est pareil. Si on était vraiment dans le domaine du scientifique, les faits seraient vrais ou faux. Point. Mais par exemple, si on prend le Covid, et sans faire maintenant, on va le faire avec Bhaskar une autre fois, une sorte de résumé de tout ça. Covid 5 ans après. Là, je lâche une petite preview pour la semaine prochaine. Mais les faits sont qu'il y a un virus qui circule, apparemment c'est vrai. Ce qui est relatif... Alors moi, je dis apparemment c'est vrai, parce que je ne suis pas médecin, je n'ai fait aucun test, j'en ai aucune idée. Je prends ça pour acquis. Tu as déjà prononcé deux mots qui sont hyper ambigus. Virus et circule. Oui, d'accord, mais joue avec moi 2 minutes, après on pourra revenir là-dessus si tu veux. Mais on va dire, ok, c'était la peste par exemple, il y a 1000 ans ou il y a 600 ans, bon, c'était pas tellement contestable, ok. Là, peut-être que oui. Mais bref, imaginons qu'on soit dans un cas comme la peste, si tu préfères. Il y a donc un problème de santé, entre guillemets, public, mais bon, c'est surtout la multiplication de problèmes de santé individuels, on va dire. Oui. De contagion, de machin. Ce constat-là, il est forcément empirique. Oui, bien sûr. L'a priori que les gens préfèrent vivre à mourir, je pense qu'on peut quand même l'accepter. Oui. Derrière ça, la démarche pour régler un problème qui concerne tout le monde, toi et moi, on va promouvoir une action décentralisée, atomique, on va dire, qui serait différente selon les personnes, les groupes de personnes, les régions, les cultures. En face, il y aura une réaction politique globale, centralisée et en gros socialisée. Quel est l'élément qui permet de dire, en vertu du fait que tout le monde préfère vivre plutôt que mourir, ou en tout cas être en bonne santé que malade, quel est l'élément qui permet de choisir entre les deux voies, parce qu'on va faire très simplement le choix entre deux voies, la voie libérale et la voie communiste.
C'est très très simple. La différence, c'est celle des moyens et des moyens engagés, ou du prix à payer. Je vais reprendre les mots de notre cher président, quoi qu'il en coûte. À partir du moment où tu prends une position de type quoi qu'il en coûte, tu as pris un jugement. Tu dis c'est tellement important que on va dépenser pour tout le monde pareil, machin. On va unifier et il n'y a pas de limite, machin. C'est une position. C'est une position, c'est un choix. Il y avait d'autres options. Il y avait, comme tu l'as dit, des options en disant, ben, écoutez, on va informer les gens pour que chacun à son niveau puisse prendre les meilleures décisions possibles. Notre boulot en tant qu'État, j'improvise, hein, notre boulot en tant qu'État, c'est de fournir un maximum d'informations en fonction de ce qu'on collecte pour que les gens puissent prendre les meilleures décisions, etc. Pourquoi pas? Il pourrait faire des ça recommandations. Oui, voilà. Mais ça montre que ne serait-ce qu'il y a que au moins ces deux scénarios, et je pense qu'entre les deux, il y en a une foultitude, ok. Ça montre au moins qu'il y avait d'autres choix possibles, d'accord, à son niveau et au niveau de l'État en général, et non pas qu'un seul, et que le simple fait qu'il ait décidé d'en prendre qu'un seul, et que tout le machin, il fallait que tout le monde se vaccine, il faut que tout le monde se ce caractère unifié, unique, imposé, machin, relève d'un choix politique et ne peut pas reposer sur des choix scientifiques, puisque, comme tu l'as dit toi-même, la réalité scientifique, même s'il y a des points communs avec la maladie, mais dans sa réalité, elle va être locale, forcément. Oui, c'est-à-dire que bon, il aurait pu ne pas dire quoi qu'il en coûte, il aurait pu ne pas imposer des règles communes complètement débiles, c'est-à-dire fermer des plages au même titre que fermer des restaurants. On pourrait toujours justifier les restaurants, mais je ne sais vraiment pas comment les gens auraient pu justifier les plages, quoi. Et je ne dis pas justifier dans le sens de la justice, là, je parle de justifier dans le sens mais même en disant qu'on pouvait justifier les restaurants, moi je dis, on pouvait tout au plus justifier, je préférais dire le restaurant en tant qu'objet conceptuel. C'est-à-dire que recommander, toi, encore une fois, le restaurant pose question. Donc, messieurs les restaurateurs, faites quelque chose. Voilà, c'est très différent déjà. Oui, c'est très différent. Parce que lui, il allait directement au maximum possible, quoi. Voilà, voilà, c'est ça. Et donc, ça c'est pas scientifique. Ça peut pas être scientifique. C'est-à-dire qu'avec les mêmes données empiriques, il y a des virus qui causent tel dégât. On avait une panoplie, même d'un côté politique, complètement éclatée. Oui. Et on a choisi, bon, bien sûr, la pire, parce que c'est celle qui paye le plus. C'est ça. Mais en tout cas, il n'y avait pas que ça de possible de faire, même d'un point de vue politique, sans parler d'une société libre, quoi. C'est ça. C'est pour ça que cette expérience que nous avons vécue, mais il y en a plein d'autres, c'est toute la différence qu'il y a entre c'est scientifique, hein, ok, et la décision politique. Il ne peut pas. Alors là, pour le coup, on est clairement entre le is et le out, hein, très clairement. Là, on est dans du le jugement de valeur, ça tout d'un coup est sorti du chapeau. C'est surtout que c'est un jugement de valeur imposé. Moi, je peux très bien comprendre des gens qui étaient terrorisés, qui ne voulaient pas sortir de chez eux, qui mettaient 5 masques s'il le fallait, parce qu'eux avaient peur. C'est pas à moi de juger de leur peur et de leur réaction. Je peux éventuellement me moquer d'eux, parce que je trouve que c'est exagéré, mais ça, c'est personnel aussi, la moquerie, parce qu'il y a eu beaucoup de railleries pendant ces époques, etc. Ça continue d'ailleurs. Mais tout ça est très personnel, mais du moment que tu n'appliques pas la force pour imposer ta vision des choses. Je pense que la confusion dans la conversation et sur ce point précis depuis tout à l'heure, c'est on est sur un truc qui a priori tombe dans le is out. Hein, on y est. Mais en fait, j'ai bien compris. mais en fait non, parce que dans la réalité, si tu restes dans la réalité opérationnelle, c'est là où revient le truc de la contradiction performative. Si tu reviens au niveau des actions des gens, parce que c'est ça le truc, au niveau de l'action des gens, la décision, elle est faite par les gens et elle n'est pas du niveau du haut qu'on nous donne. C'est les gens dans leur réalité au quotidien, forcément, ils prennent des jugements. Ils peuvent pas être dans le relativisme. Ils prennent des décisions, ils font des choix, mais ils le font à la hauteur de leur truc à eux, au niveau de leur action. On n'est pas dans le truc qu'on y a. Tu vois, l'opposition entre les deux, c'est que justement, on ne peut pas imposer
C'est une forme de relativisme, le quoi qu'il en coûte. C'est un relativisme négatif, mais c'est un relativisme. Je mets un jugement de valeur, je prends l'opinion que, hein, ok, et je montre en plus qu'elle est scientifique. Non. J'aimerais qu'on conclure avec un petit exemple complètement à la fois farfelu et hypothétique que j'ai retenu d'un livre de Michael Huemer, tu vois qui c'est, un auteur, un philosophe américain qui a sorti des bouquins assez intéressants. Et dans son ouvrage intitulé The Problem of Political Authority, qui est pas mal du tout, mais qui ne parle jamais du nappe, justement. Je trouvais ça quand même gonflé, mais bref. Il le fait en sous-main, en fait. Et il pose beaucoup les choses sous l'angle moral, justement, donc out is. Et il y a un exemple dans son livre que je trouve intéressant, et tu vas me dire ce que tu en penses. C'est celui où toi et moi, par exemple, on est sur un bateau qui dérive, une petite barque, et si on se met tous les deux à ramer dans la direction de l'île, on va survivre. Mais si moi, par exemple, je ne t'aide pas à ramer, c'est sûr qu'on va mourir parce qu'on n'a pas assez de vivres, etc. Donc tu prends la décision de me contraindre à ramer sous la menace. Donc tu exerces une agression sur moi. Je t'aide à ramer. Nous arrivons à destination, nous sommes sains et saufs. La justice, là-dedans, comment est-ce que tu penses qu'elle devrait me rendre ce qui m'a été volé, c'est-à-dire ma mort? Puisque, en fait, tu m'as obligé à survivre. Donc, tu m'as agressé. Le résultat étant que nous sommes tous les deux vivants, et toi, tu comptes t'en aller vivre ta vie, et moi, je me retrouve là. Je pense que c'est un vrai faux problème. C'est-à-dire que oui, effectivement, je t'ai agressé. Oui, tu es en légitimité de me convoquer devant un juge. C'est vrai. À condition qu'on tombe d'accord sur le truc. Si on n'est que deux témoins, mais bon, ok. Non, mais admettons, ouais. Mais ça va finir comment? Rappelle-toi, ok, on va arriver au juge et on va dire, vous savez, Stéphane, vous avez été méchant quand même avec, vous avez traumatisé Laurent. Ok. Vous lui devez réparation. D'accord? Mais à ce moment-là, on va négocier sur la réparation. Parce que moi, la réparation que je voyais, c'est que tu es obligé de me tuer. Puisque ce que tu m'as volé, mais non, ça peut pas être la réparation, ça. La réparation, c'est on va négocier. Ok, je t'ai fait quoi? Tu veux quoi? Tu as souffert pendant 1 heure. Ok, ça vaut quoi? Ça vaut un sucre d'orge. J'exagère. Ok. Mais je te rappelle que le sucre d'orge, par contre, je t'ai sauvé la vie. Donc j'ai contribué. On va négocier. Et si ça se trouve au bout du compte, c'est toi qui vas me devoir des sous. C'est la négociation qui va régler le truc là. Mais ça, je vois pas trop le point. Je vois pas trop. J'évoquais cet exemple. Ouais, je l'évoquais cet exemple par rapport au out et is justement, c'est que là, on est dans une situation où le is, c'est qu'on va tous les deux mourir si tu m'agresses pas, en gros. Donc, qu'est-ce que tu devrais faire? Toi, tu as envie de vivre. Moi, je m'en fous. Je pense que mais on aurait dû peut-être préparer mieux cette émission et je suis désolé. Moi aussi. Oui. Mais on n'est pas. La Wertfreiheit, c'est un problème scientifique. Hein, c'est pas un problème de justice. Je comprends bien, mais je te pose ce cas concret parce qu'en bout de ligne, ce qui nous intéresse, nous, primates gambadant dans les villes et dans les prairies, c'est ce qui nous arrive tous les jours, parce que finalement, comme nous le rappellent nos amis bitcoiners, ce qui importe, c'est pas les livres, mais c'est ce qu'on fait concrètement, quoi. Hein. Petite tacle rapide et gratuite. Donc, parler de Wertfreiheit et puis de out is, c'est intéressant. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie quand on est dans des situations, bon là je pose un scénario un peu alambiqué parce que c'est des gens... Mais c'est pas un scénario qui pose... Oui, mais ce scénario, je viens de t'y répondre. Le problème, c'est que c'est pas un scénario qui touche un problème scientifique. C'est pas un problème
Ça a rien à voir. Autant le truc du Covid, c'était pertinent, autant que là, ce sujet-là. Moi, je trouve que la justice, c'est un problème scientifique. La justice est un problème scientifique, ça c'est intéressant, ça, tiens. Ouais, Je pense que c'est la première fois que tu me sors ça. En quoi la justice est un problème scientifique? Disons que vu qu'on est très porté sur le principe de non-agression, qui est une déduction rationnelle, patati Oui, patata. ça c'est un résultat. C'est un résultat scientifique. Donc si on veut être dans la justice, et je suis d'accord avec le côté négociation qui lui est complètement à côté et qui est une intervention entre deux personnes qui discutent, mais le fait de dire à un moment donné que toi, en tant qu'agresseur, tu dois réparation à ton agressé devant un juge, le juge a pris une décision qui, quelque part, est censée être le fruit d'une démarche scientifique, ou pas? Ah, ça c'est intéressant, ça. Je comprends. Non, il doit, pour sa réputation, il doit utiliser une démarche rationnelle, pas tout à fait pareil. Il doit être dans un schéma où il peut aboutir à une démarche rationnelle qui lui permet de conclure à un verdict et à proposer une négociation. Il va pas aboutir avec des théorème, tu vois, par exemple. Il se sert de théorème pour arbitrer à ses conclusions. Oui, mais d'accord, mais ok, mais c'est la même différence qu'il y a entre la science et la technologie. La justice est une technologie. Ok, oui, d'accord. La justice est une technologie. C'est-à-dire, elle met en pratique, sur des cas concrets, des règles générales, la doctrine, le droit, la doctrine, qui relève éventuellement d'une science, éventuellement, ok. Elle le met en pratique sur des trucs concrets pour obtenir des résultats concrets, très bien. Ça, c'est la technologie. C'est pas la science. La science, c'est en amont. La science, elle est dans le domaine des doctrines, théorèmes, lois. Mais on peut pas faire de justice sans science, finalement. C'est-à-dire que la science, c'est une technologie. Oui, est un préalable. Bien sûr, tu peux pas faire tout à fait. Tu ne peux pas faire de jugement sans avoir une doctrine et du droit. Ok. Et le doctrine et le droit est de la même catégorie que la science. Ok. Mais le jugement est de la même catégorie que de l'art, quoi, de l'artisan, art, technologie, projet. Okay, de l'agir, on va dire. Là, tu me fais penser à la discussion qu'on avait avec François René sur l'honneur, qui était la première marche pour arriver justement à la notion de science et de, et de civilisation, en gros. Est-ce que là-dedans aussi, dans cette notion d'honneur, tu vois un pont avec la Wertfreiheit? Parce que là, j'ai l'impression que c'est l'inverse. En fait, on a vraiment envie d'être dans une notion de valeur qui est de respecter sa parole et puis d'être des êtres humains sur lesquels on peut compter. Ça, c'est très subjectif, c'est très valorisé. Enfin, c'est un jugement de valeur, en gros. Enfin, on a choisi ça, quoi. On pourrait se comporter. Encore une fois, attention, attention, l'article, le jugement de valeur, c'est l'article de Guillaume, et là, toutes les thèses, tous les travaux de Hoppe vont à démanteler la Wertfreiheit. D'accord? Hoppe a démantelé la séparation, je ne sais plus comment ça s'appelle, le truc de Hume. Donc, justement, au contraire, consistant à dire, tu ne peux pas espérer, le truc c'est, tu ne peux pas faire de science sans jugement de valeur. Tu ne peux pas échapper au jugement de valeur. C'est ça le point. D'accord. Okay. Donc c'est normal que l'honneur et ces choses-là soient nés comme ça. Voilà, exactement. On est dans le même truc. C'est Hoppe et Guillaume sont anti-relativistes. D'accord, hyper scientifiques a priori et anti-relativistes. Okay, donc l'honneur me paraît être de la même veine, c'est-à-dire on prend un engagement. On peut pas dire oh ben oui aujourd'hui oui non je m'engage, je m'engage, je dis ce qui est vrai, je dis quelque chose sur lequel vous pouvez compter. J'énonce un fait qui dorénavant entre nous sera un vrai. Tu vois ce que je veux dire? Là, je suis en phase. J'étais tout le long de la conversation, mais là, je joue mais c'est ça le sujet. Hein, c'est électeur qui finalement. Oui, je comprends bien. Je comprends bien, mais on est dans ces domaines-là. L'honneur, c'est ça.
L'honneur, c'est on ne peut pas vivre dans le monde social en étant complètement un coup je te dis oui, un coup je te dis non, machin, c'est ça. Le relativisme de la position, etc., ne fonctionne pas. À un moment donné, il faut que tu t'engages et que donc tu établisses quelque part un fait pour l'autre, hein, un fait sur lequel il peut avoir confiance, donc quelque chose qui est pour lui un acquis, sur qui quelque part, un truc qui sera vrai. Je sais que Stéphane s'est engagé. Je peux compter sur Stéphane. Donc ça, c'est pas du relativisme, et c'est donc bien pas du tout Wertfreiheit. Pas du tout. On pourrait argumenter que c'est du relativisme, parce que tu l'as choisi à un moment donné, ce fait. La nature du oui et non, c'est pareil, la même césure entre la nature du choix est libre. Le fait qu'il y ait choix n'est pas libre. Tu sais, c'est le même genre de discussion qu'on a avec la liberté. Quand on me dit ah, tu es libéral, mais tu fais chier tout le monde avec la liberté. C'est exactement pareil. C'est la définition de la liberté n'est pas libre. Ce qui est libre, c'est sa manifestation. C'est pareil. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres trésors de l'article de Guillaume que tu aimerais mettre en avant? Ça, c'est déjà quand même le gros truc. La conclusion ensuite à laquelle il arrive, c'est de démonter tout. Donc, une fois que tu as démonté le relativisme, il démonte tous les positions politiques social-démocrates, socialistes, etc. D'autres choses qu'on connaît par ailleurs, donc qui consistent à dire la conclusion, c'est que des gens qui sont partis sur de la rigueur et essayer d'utiliser de la rigueur scientifique pour établir des doctrines, du droit, de la démarche, de la science humaine, etc., finissent en fait par se prendre les pieds dans le tapis, et on arrive au point où toutes ces théories sociales, démocrates, socialistes, etc., sont littéralement fausses, parce qu'incohérentes, parce que démontrées justement par la contradiction performative, etc., etc., et que, au bout du compte, la seule base scientifique solide pour toutes les sciences humaines, c'est l'apriorisme, la praxéologie, le droit naturel, etc., etc. Est-ce que quand tu prononces l'expression social-démocrate, ça voudrait dire que d'autres politiques pourraient être acceptables? Bon. Non, dans les termes de chez Guillaume, le terme nous on parle de communiste, lui il parle de social-démocrate. Ah oui, d'accord. Oui, alors je précise pour les nouveaux sur la chaîne que pour nous, les communistes, c'est tous les gens qui sont plus ou moins intéressés par la politique et qui votent. Hein. On s'en fout de qui. C'est ça. C'est à peu près pareil. Lui, pour lui, si tu veux, t'es démocrate, t'es social-démocrate, t'es socialiste, t'es social-démocrate. Bon, voilà. T'es au RN, t'es social-démocrate. Ouais, c'est ça. Chez Zemmour. Okay. Et là, je c'est ça. C'est pour ça que Maxime Bernier, arrêtez de m'emmerder, parce que ça, c'est l'espèce de soi-disant libertarien milléiste canadien depuis 10-15 ans, là, mais je m'en bats le slip de lui, quoi. Enfin bref, je ne vais pas rentrer là-dedans. Non, mais le point, c'est ça, c'est il n'y a qu'une base en philosophie politique. Il n'y a qu'une seule base qui tienne la route d'un point de vue rationnel / scientifique, okay, c'est la doctrine libertarienne. Pour faire simple, c'est ça. Tout le reste relève de l'opinion, de la fantasmagorie, de la non-scienticité, etc., etc. Est-ce que le problème de l'empirisme et puis de son utilisation à des fins politiques ne se pose, c'est un pléonasme, que dans le domaine politique? Parce que moi, personnellement, que quelqu'un fasse des choix dans une expérience scientifique sur, je sais pas, il veut essayer de transformer de l'or en plomb, là, enfin, que ce soit une manipulation ou pas d'ailleurs, que ce soit une étude ou une technologie qui met au point, ça le regarde, et puis tant pis, quoi, ou tant mieux. Ce sera les résultats qui seront productifs ou pas qui comptent en bout de ligne. Oui, mais c'est toujours, bien sûr, absolument. Mais c'est toujours après ce qu'on en fait, ce que on en fait, d'accord ? N'importe qui mène une expérience, qui fait sa science dans son coin, tant qu'il le fait pour lui, par lui, pour lui, très bien.
À partir du moment où c'est repris par d'autres et que ça devient un prétexte à une décision, c'est-à-dire, regardez, Monsieur Zaiter a fait une superbe étude qui s'avère être totalement fumeuse. Hein, mais Monsieur Zaiter a fait... Mais non, mais Monsieur Zaiter a fait Il y a plusieurs Monsieur Zaiter sur Terre. Ouais. Monsieur Zaiter a fait une superbe étude. Bon, et on se sert des résultats de cette étude pour, à partir de là, promulguer des textes et des lois, quoi qu'il en coûte. Hein. Là, on est, toi, c'est là où ça devient dangereux. Mais c'est la même chose de ce qu'on dit toujours. Chez toi, avec tes moyens à toi, tu es libre, tu fais ce que tu veux, tu peux faire de la merde si tu veux, il n'y a pas de problème. À partir du moment où tu sors chez les autres et que tout ce que tu commences à notamment promulguer un impact sur les autres, hop, c'est terminé. Le danger, c'est que la fausse science, le scientisme, le relativisme dans la science puisse servir d'un argument de scienticité pour, à partir de là, prendre des mesures politiques qui, bien évidemment, ne pourront jamais être rationnelles. Parce qu'un des grands ancêtres de Covid ou du climatisme, c'est Lysenko en URSS, et on a vu les résultats que ça donne, quoi. Mais il y en a tout le temps des trucs comme ça. Aller faire la guerre. Faire la guerre, c'est du même acabit. Le nombre de décisions politiques qui sont prises sur la base de études, de sciences, machin, résultats de trucs, il y en a, je pense qu'il y en a tous les jours. Il y en a tous les jours. C'est ça qui est dangereux. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que dans l'autre sens, c'est tout aussi abominable, en tout cas à mes yeux, c'est d'imposer des trucs qui sont démontrés comme vrais aux autres. C'est-à-dire que bien je sûr, ne vois pas comment toi et moi, on aurait l'autorité d'aller voir des communistes qui seraient dans une commune indépendante et tranquille dans son coin et leur dire non, vous ne faites pas ça, quoi, parce que vous allez faire faillite. Bien sûr. Là, je pense aux gens qui étaient en train d'applaudir pendant le Covid, encore une fois, le gouverneur de Floride, qui avait, au lieu d'imposer les masques, les avait interdits. Et alors là, tu as toute la fange des communistes de droite qui applaudissaient des quatre mains. Ah, voilà un gars qui se tient debout parce qu'il avait interdit non, c'était pas les masques qu'il avait interdit, c'était les exigences de certificats de vaccin. Enfin bref, une des mesures qui était imposée ailleurs était interdite chez lui. Et tout le monde trouvait, enfin tout le monde, les fans en question étaient très contents de ça. C'était très difficile de leur faire comprendre que c'était tout aussi débile. Enfin, débile d'un point de vue logique, et puis ensuite complètement injuste, quoi. Oui. Est-ce qu'on a une conclusion à tout ça pour finir en beauté, ou on se fait la bise sur ces bonnes paroles? Non, ce que je trouve, outre que je recommande la lecture de ce papier, qu'on n'a certainement pas su retranscrire de cette vidéo, et c'est pas grave. J'espère qu'on aura au moins donné le goût aux gens de le lire, parce qu'effectivement, la lecture... Voilà, c'est un texte extrêmement riche et dense, mais tout à fait lumineux du point de vue philosophique politique, à mon sens, et dont la conclusion n'est pas forcément nouvelle, pour ceux qui nous suivent. C'est qu'en un papier, alors le truc, c'est que la Vert Fahrenheit, je reviens sur Mises, ok. Le point de départ, c'est, et je suis le premier à être tombé dessus, d'ailleurs, je crois que dans l'économie manifeste, j'en parle sur une page, à un moment donné. La Vert Fahrenheit a longtemps été posée comme étant un critère positif, un critère de qualité de la démarche scientifique, notamment en domaine sciences humaines et économiques. Et en fait, donc c'est un point de départ. Beaucoup de gens se diront absolument, c'est quelque chose qu'il faut absolument, sur lequel il faut veiller en science. Et puis en fait, on sort du papier en se disant non seulement c'est pas le cas, mais en fait, on a retourné complètement le truc en disant que, au contraire, c'est un critère qui est la base de beaucoup de relativisme et qui a fait énormément de mal par son utilitarisme caché. Et on finit par retourner le truc complètement dans l'autre sens en disant non, en fait, la seule vraie démarche scientifique, c'est celle qui est quelque part à l'inverse, celle que recommande Hope. Donc, en un seul point, on part d'un point de départ c'est une qualité méthodologique pour finir par aboutir que c'est l'antithèse d'une qualité méthodologique. Très bien. Je mets bien sûr le lien en description de cette vidéo pour que tout le monde puisse le lire à tête reposée. Merci Stéphane pour ces explications.
Peut-être qu'on en refera une avec Bhaskar sur le sujet. Je sens qu'il va trépigner là-dedans. Je pense qu'il va nous dire qu'on a raté 2-3 trucs. Je vois à peu près lesquels. Enfin non. Je vois la saveur de ce qu'il pourrait dire. Bhaskar, viens nous faire des commentaires, s'il te plaît. On se retrouve bientôt pour d'autres sujets. Et puis, comme je l'avais annoncé, on va se faire un petit point sur ce qui s'est passé avec le Covid et en général, justement, l'implication de la médecine et de la science en général dans la politique. Ce sera en live d'ici une semaine ou deux. Là, on va prendre une date en commun. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne continuation estivale. N'oubliez pas de prendre l'apéro, il faut rester hydraté parce qu'il fait chaud. Bye bye tout le monde!